Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir pour le brevet en maths sous la forme de 25 chapitres. Et je vais commencer par les nombres. Donc un nombre entier est un nombre formé d'unités complètes, par exemple 7, moins 4, 5000. Un nombre décimal, c'est un nombre qui se termine à 9, moins 376, 123,456. Un tiers qui est égal à 0,3333 n'est pas décimal. Un nombre rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction, donc avec un numérateur et un dénominateur entier. Par exemple 6, qui est un nombre entier, on écrit 6 sur 1, 4,2, qu'on écrit 42 dixièmes, et moins 47 39e, qu'on écrit donc directement sous forme de fraction. Un nombre irrationnel, par contre, lui, c'est un nombre qui n'est pas sous la forme qui n'est pas un nombre rationnel, il ne se termine pas, il ne se répète pas. Par exemple, le nombre pi, 3, 14, etc., qui va jusqu'à l'infini, ou bien racine de 2, 1,414, etc., jusqu'à l'infini. On va voir maintenant les règles d'addition, donc de deux nombres relatifs. Donc s'il y a la somme de deux nombres positifs, donc ça fait évidemment un positif, par exemple plus 5 plus 8 plus 3, ça fait plus 8, moins 5 plus moins 3, donc là c'est la somme de deux négatifs, ça fait un négatif, moins 8. Par contre, quand on additionne un positif et un négatif, là on ne sait pas trop comment ça va faire, il faut regarder en fait le signe de la plus grande distance à 0. Ici c'est le plus 5 qui l'emporte, donc ça va faire plus, et après on fait la différence entre les deux, on fait 5 moins 3, donc 2, et ici c'est le moins qui l'emporte, donc on fait moins 5 plus 3, donc ça va faire un moins, et on fait 5 moins 3, 2. Pour soustraire un nombre, c'est additionner son opposé, donc par exemple je fais plus 5 moins plus 3, ça va me faire plus 5 plus moins 3, parce que je prends l'opposé de plus 3, et donc je vais trouver plus 2. Et pour moins 5 moins 3, je transforme le moins en plus, et je prends l'opposé de moins 3, c'est-à-dire plus 3, et ça me fait moins 2. Pour la multiplication, donc, si je multiplie deux nombres positifs entre eux, ça fait un nombre positif. Si je multiplie deux nombres négatifs entre eux, ça fait aussi un positif. Par contre, si je multiplie avec deux signes différents, plus 5 fois moins 3 par exemple, ça nous fait moins 15, et moins 5 fois plus 3, ça me fait moins 15 également. Pour la division, c'est la même règle que pour la multiplication. Il suffit donc de regarder les signes des deux nombres, donc plus 6 et plus 3, donc là ça nous fait plus 2, donc 6 divisé par 3, 2, et moins par moins, ça fait aussi un plus, comme pour la multiplication. Et quand je fais un plus 6 divisé par un moins 3, je trouve moins 2, puisque ça fait un positif par un négatif, et quand je fais un négatif par un positif, c'est la même chose, je trouve un négatif. Pour les priorités des opérations, donc il faut respecter évidemment un ordre. D'abord les parenthèses les plus à l'intérieur, puis après les autres parenthèses au crochet. Les multiplications et les divisions en commençant de gauche à droite. Et après les additions et soustractions, pareil, en commençant de gauche à droite. J'ai mis un exemple ici qu'on va faire juste après, donc où j'ai mis un petit peu de tout. Donc là, une parenthèse, une multiplication dedans, une addition, là il y a une division, une soustraction, et encore un crochet ici, une division, une multiplication. Donc on peut voir qu'en premier, il faut faire évidemment le 7 moins 3 qui est dans la parenthèse, donc ça va faire 4. Ensuite, on va réaliser la division qui est dans le crochet, là. Donc ça va nous faire 8 divisé par 4, 2. Après, on fait 2 fois 2, donc 4. Et après, on se retrouve avec, dans le crochet avec un 5 moins 4 plus 7. Donc là, c'est tout au même niveau. Donc on fait de gauche à droite. Donc on fait d'abord 5 moins 4, ce qui nous fait 1. Et après, je fais 1 plus 7, donc 8. Et maintenant que le crochet est fini, la priorité, c'est de gauche à droite, puisque j'ai une division et une multiplication. Donc surtout faire la division en premier ici, parce qu'elle commence à gauche. Si je fais d'abord la multiplication, c'est faux. Donc ça me fait 8 divisé par 2, 4, fois 5, 20. Si je fais la division en première, la multiplication en première, ça ferait 8 divisé par 10, 0,8. Donc ça ne serait pas pareil. Ok. Pour les fractions ensuite, pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut les mettre dans le dénominateur. Donc là, j'ai des tiers et des quarts. Donc je mets tout sur 12, en multipliant la première fraction par 4 et la deuxième par 3. Et donc j'obtiens 23 douzièmes. Pour simplifier une fraction au maximum, il faut la décomposer. Donc avec des produits nombres premiers, donc le 36 je décompose en 3 fois 3 fois 2 fois 2, et le 90 en 2 fois 5 fois 3 fois 3. Donc j'ai souligné ce que je pouvais barrer en haut et en bas, qui était en commun, donc numérateur, dénominateur, et j'obtiens donc 2 cinquièmes, il reste juste un 2 en haut et un 5 en bas. Pour multiplier deux fractions, il faut faire la même chose, d'accord, surtout pas multiplier le 16 avec le 10 pour écrire 160, parce qu'après j'arrive plus à simplifier. Donc je décompose tout, donc le 16 en 2 fois 2 fois 2 fois 2, le 10 en 2 fois 5, et etc. Le 15 en 3 fois 5 et le 24 en 2 fois 2 fois 2 fois 3. Je regarde ce qu'il y a en commun. Donc là, je peux barrer 3 2 là avec 3 2 là, un 5 là avec un 5 là. Il reste un 2 fois 2 en haut, donc 4, et un 3 fois 3 en bas, donc 9. Pour diviser deux fractions, il faut transformer la division
en multiplication, d'accord? Donc pour tout à l'heure, pour la soustraction, on transformait en addition en prenant l'opposé. Pour ici la division, on transforme en multiplication en prenant l'inverse. Donc l'inverse de 72 21e, c'est 21 72e, qu'ensuite je rapplique la formule précédente en décomposant numérateur dénominateur. Je barre ce que je peux. Je barre tout en haut, il reste un 2 en bas, donc ça fait 1 demi, hein, pas 0 sur 2. Et pour montrer que deux fractions sont égales, on va en avoir besoin notamment pour le théorème, la réciproque du théorème de Thalès. Eh bien, il faut d'abord, donc je montre plusieurs méthodes. On peut par exemple simplifier au maximum les fractions. On peut aussi mettre un dénominateur ou utiliser la calculatrice. J'ai mis les trois. Donc ici, 10 sur 4, ça fait 5 sur 2. Et 15 sur 6, donc c'est deux fractions que vous montrer qui sont égales. Ça fait le 5 demi, donc elles sont égales. La deuxième, donc on met un dénominateur. Là, c'est sur 4 et sur 6, donc on trouve un dénominateur commun sur 12. Et donc ça fait 30 sur 12 pour les deux, en multipliant par 3 là et par 3 là, par exemple. Et la troisième, c'est la calculatrice, mais ça marche uniquement si les deux fractions donc, donnent un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre qui se termine. Là, c'est 2,5 et 2,5, donc c'est bon. Évidemment, si la division ne se termine pas, je ne peux pas conclure que les deux fractions sont égales, même si j'obtiens les 10 premiers chiffres pareils, je ne sais rien sur les suivants. On arrive donc aux puissances où il y a cette formule. La plus importante, c'est a exposant n. Donc, c'est le produit des a n fois. Donc, par exemple, 3 exposant 4, 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc 81. Et moins 2 au cube, moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Comme le 2 et comme le moins y est 3 fois, ça fait moins 8. Après, on a le moins à l'exposant ici. Donc, a exposant moins n, ça veut dire prendre l'inverse. Donc, 1 sur a exposant n. Le signe moins, donc... on prend l'inverse, donc 4 exposant moins 2, ça fait 1 sur 4 au carré. Ce qui fait 1 sur 4 fois 4, donc 1 16e. Et ici, pour une fraction de 3 cinquièmes, exposant moins 2, ça nous fait 5 tiers, parce que je prends l'inverse de 3 cinquièmes, donc 5 demi, 5 tiers, et je mets au carré. Donc ça nous fait 5 fois 5 sur 3 fois 3, donc 25 sur 9. La troisième formule, c'est la multiplication des puissances. Donc j'additionne les exposants. 8 exposant 5 fois 8 exposant 2. Donc ça me fait 8 exposant 5 plus 2, donc 8 exposant 7. Et après, j'ai mis ici le deuxième exemple avec 4 exposant 3 fois 4 exposant moins 7. Ça nous fait 4 exposant 3 plus moins 7. Donc 4 exposant moins 4. Donc 1 sur 4 exposant 4 est égal à 1 sur 256. Pour la formule des puissances où on les divise, donc a exposant n sur a exposant m, on soustrait les exposants. Donc j'ai mis un exemple ici, on fait 7 moins 5. On obtient 4, et ici, attention, 10 exposant 4 sur 10 exposant moins 4, donc ça fait 4 moins, ça c'est le moins de la formule, ça c'est le moins de l'exposant, ce qui nous fait 4 plus 4, 8, 10 exposant 8. Après, on a une puissance d'une puissance à exposant n, le tout exposant m, donc il faut multiplier les exposants, donc là je les multiplie, ça fait 3 exposant 5 fois 2, donc 3 exposant 10. Ici, je multiplie deux puissances différentes, mais de même exposant. Donc j'écris la formule, ça me donne a fois b exposant n, l'exposant ici est en commun. Ce qui me fait donc, pour l'exemple ici, 2 exposant 5 fois 4 exposant 5, donc 10 exposant 5, donc 100 000. Et la dernière formule, c'est a exposant n sur b exposant n, donc même exposant, mais pas la même puissance. Donc je mets 10 exposant 3 sur 2 exposant 3, ça nous fait 10 demi au cube, 5 au cube, donc 125. Il nous reste ensuite l'écriture scientifique pour les puissances, donc d'un nombre, c'est l'écriture de ce nombre comme un produit d'un nombre s'écrivant avec un seul chiffre avant la virgule autre que 0, et donc c'est la multiplication de ça par une puissance de 10. Par exemple 5400, je l'écris 5,4 fois 10, 3, d'accord, parce que j'ai décalé de 3 rangs. Ici, donc, si je multiplie par 1000 celui-ci, 5,4, j'obtiens bien celui-là. Et donc, de l'autre côté, par contre, c'est exposant moins 2, je décale de 2 rangs, mais de l'autre côté, donc 0,067, c'est 6,7 fois 10 moins 2. Et ici, j'ai un mélange des deux, donc pour écrire ce nombre-là, 1428,9 fois 10 exposant moins 1, donc ici, je l'écris d'abord comme s'il n'y avait pas de 10 exposant moins 1, donc 1,4289. Je rectifie ici le 10 au cube pour décaler de 3 rangs, là pour retrouver ce nombre-là, et je laisse le 10 moins 1 ici. Et après j'applique la formule là, de multiplication des puissances de 10, où j'additionne les exposants, donc 3 plus moins 1, 2. On arrive au calcul littéral qu'il vaut mieux utiliser avec la lettre M, puisque la lettre M représente les mètres et on est plus habitué à utiliser ça. Par exemple, 3M plus 5M, on peut le représenter en 3 mètres plus 5 mètres, donc 8 mètres. Et pour la multiplication également, 3M fois 5M, donc 3 mètres fois 5 mètres, quand je veux calculer des aires, par exemple, notamment quand je veux calculer l'aire d'un carrelage sur le sol, eh bien je fais 3 mètres fois 5 mètres, donc 15 mètres carrés.
Donc on va voir cette partie-là où c'est qu'on va développer. Donc développer, transformer un produit en une somme ou une différence. Et donc règle de la distributivité simple où j'ai le A fois B plus C. Je l'écris A fois B plus A fois C. Et donc un exemple ici, 4x 3x moins 7, ça fait 4x fois. Donc je distribue le 4x sur le 3x et le 4x sur le moins 7. Ce qui nous fait 4x fois 3x plus 4x fois moins 7. Et après je calcule en multipliant les nombres et en multipliant les lettres aussi, ça nous fait 2x carré moins 28x. Pour la double, c'est la même chose, sauf que c'est A plus B fois C plus D. Donc ça nous fait A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Donc j'obtiens 4 morceaux ici, là. Et donc j'ai mis un exemple sur le 3x plus 5 fois moins 2x plus 3. 3x fois moins 2x plus 3x fois 3 plus 5 fois moins 2x plus 5 fois 3. Après, on calcule les nombres entre les lettres entre elles et après on réduit, puisque 9x moins 10x, ça nous fait moins x. Donc attention par contre, quand on a devant une distributivité double, le signe moins. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire à la fois la distributivité double et le signe moins, ça fait deux difficultés. Donc ce que l'on fait en fait, c'est que donc, pour le premier morceau ici, on va simplement développer là, et ensuite le moins qui est ici, c'est celui qui est là. Donc celui-ci, je n'y touche pas pour l'instant, et je mets des parenthèses, là, je distribue donc à l'intérieur, donc le moins 3x fois le moins 2x, le moins 3x fois le plus 3, le 7 fois le moins 2x et le 7 fois le 3. Et ensuite, étape suivante, je changerai tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc le 6x carré ici, il est positif, il devient moins 6x carré, le plus 9x devient moins 9x, le moins 9x devient plus 9x, le moins 14x devient plus 14x, et le plus 21 devient moins 21. Et après, je réduis en x carré, x et nombre. Donc on va avoir aussi la troisième identité remarquable. Donc au programme, il n'y a plus que la troisième identité remarquable en troisième, mais il y avait les deux autres avant. Donc on verra que celle-ci, donc c'est a moins b fois a plus b qui est égal à a au carré moins b au carré. Ce qui nous fait sur l'exemple 7x moins 5, 7x plus 5, il faut identifier donc évidemment le a et le b. Évidemment, il faut que ça se répète là et répète là, avec un moins ici, un plus là. C'est le cas de celui-là, un moins là, un plus là. Donc ça nous fait 7x, le tout au carré, moins 5 au carré, puisque c'est a au carré, moins b au carré. Et après, je calcule 7x fois 7x, 49x carré, moins 25. On va voir maintenant la factorisation, c'est transformer, donc c'est le contraire de développer, transformer une somme ou une différence en un produit. Donc la règle que j'applique de la distributivité simple, a fois b plus a fois c, donc c'est à l'envers, c'est égal à a facteur de b plus c. L'exemple, donc 15x carré plus 10x, c'est une addition, je vais le transformer en multiplication en faisant apparaître un facteur commun. Ici, je l'écris 5x fois 3x plus 5x fois 2. Donc il y a le 5x en commun que je mets en facteur devant et après je mets 3x plus 2. Voilà, et là c'est terminé. Pour le deuxième, j'ai la même chose. Je rapplique a fois b plus a fois c, mais le a cette fois c'est une parenthèse. Et le a c'est 7x moins 3 qui est là et là. Donc ça nous fait le b c'est 2x plus 1, le a donc ici, et le c il est là. Donc je mets 7x moins 3 en facteur, et après crochet, premier morceau, moins, deuxième morceau, puisqu'il y a un moins entre les deux. Ce qui nous fait après enlever les parenthèses, là j'ai un moins devant la parenthèse, on change les signes à l'intérieur, donc le moins 4x devient plus 4x, et le plus 2 devient moins 2. Ce qui nous fait après réduction, 7x moins 3, 6x moins 1. Je peux aussi utiliser la troisième unité remarquable pour factoriser, donc notamment ici transformer cette soustraction en multiplication. 16x carré moins 9, ça nous fait 4x au carré moins 3 au carré. Je fais apparaître le a et le b, ce qui nous fait 4x moins 3 fois 4x plus 3. Et quand je le fais sur un exemple un peu plus complexe, où j'ai en plus, là c'est un mélange avec les deux là, ici et ça en fait, les deux. Donc j'ai 2x plus 1 fois 4x moins 7 plus ça. Donc je transforme d'abord ceci qui est 4x carré moins 1 en reconnaissant a carré moins b carré. Donc je transforme en a au carré, 2x au carré moins 1 au carré, ce qui nous fait 2x moins 1 fois 2x plus 1, puisque c'est a moins b fois a plus b. Et donc je fais apparaître un 2x plus 1 en commun que je mets devant. Et ensuite je mets donc le 4x moins 7 ici, plus le 2x moins 1 là. Et après je réduis en supprimant les parenthèses dans les crochets. Et après je réduis 4x plus 2x et moins 7 moins 1 moins 8. On arrive aux statistiques, donc fréquence et fréquence en pourcentage au début. Donc la fréquence d'un caractère, donc c'est la division de l'effectif du caractère qui nous intéresse par l'effectif total. Donc si j'ai 5 élèves sur 25 d'une classe qui sont externes par exemple, la fréquence externe c'est 5 sur 25 qui fait 1 sur 5, donc 0,2. Si je veux connaître la fréquence en pourcentage, donc c'est le pourcentage en fait d'élèves qui sont externes, il faut simplement multiplier la fréquence par 100. Donc j'obtiens donc 20% pour la fréquence en pourcentage des externes.
Pour la moyenne et moyenne pondérée, la moyenne on sait déjà la faire puisque c'est la somme des nombres de cette série et on divise par l'effectif total de la série. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais la somme des 5 nombres ici, je divise par 5. Je trouve 45 sur 5, c'est-à-dire 9. Pour la moyenne pondérée, par contre, c'est la moyenne avec coefficient. Donc imaginez ici que j'ai des notes entre 0 et 5 avec les effectifs. Donc 2 élèves ont eu 0, 6 élèves ont eu 1, etc. Et 3 élèves ont eu 5. Donc je peux écrire cette série comme ça, 0, 0 puisqu'il y a 2 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 1, etc. Des 2, il y en a 4. Donc je pourrais écrire comme ça. L'avantage de l'écrire sous forme de tableau, c'est que si j'en ai vraiment beaucoup, ça permet de ne pas faire une série trop longue. Pour calculer la moyenne, je fais donc 0 fois 2, plus 1 fois 6 puisqu'il y a 6 1, plus 2 fois 4 puisqu'il y a 4 2, etc. Et je divise par l'effectif total, c'est-à-dire 2 plus 6 plus 4 plus 8 plus 7 plus 3, c'est-à-dire 30. J'obtiens 2,7. La médiane d'une série partage la série en deux groupes de même effectif, donc les valeurs inférieures ou égales à la médiane et les valeurs supérieures ou égales à la médiane. Donc sur cette, par exemple celle 6, 3, 5, 8, 12 et 17, il y en a 5. La médiane, alors elles sont rangées dans l'ordre croissant, la médiane c'est 8, puisque j'en ai bien 2 avant et 2 après, au-dessus, et 2 en dessous. Par contre, lorsque j'en ai 6, là, 3, 5, 8, 12, 17 et 19, je les ai rangés par ordre croissant, je vais prendre ici entre les deux, donc je vais prendre 10, qui est la moyenne entre 8 et 12. Il faut donc ranger la série dans l'ordre croissant pour trouver la médiane. Pour l'étendue, c'est très simple, puisque c'est la longueur de la série, donc je fais, quand c'est rangé dans l'ordre croissant par exemple, je cherche le plus grand, si je suis de droite, 19, et je lui enlève 3, donc l'étendue c'est 16. J'ai mis aussi les diagrammes en barre et circulaires. Donc un diagramme en barre, j'en ai fait un ici, là, représentant le tableau qui est à droite là, avec football, volleyball et basketball, avec effectifs 2, 3 et 5. Total 10. Donc je représente ici, avec les sports, toujours l'effectif en ordonnée. Donc j'en ai 2 en football, j'en ai 2 élèves, en volleyball j'en ai 3, et basketball j'en ai 5. Voilà. On peut aussi représenter ces données donc, sous forme de pourcentage, j'ai marqué là, mais aussi sous forme d'un angle et donc un diagramme circulaire. Donc un diagramme circulaire est un disque représentant des données statistiques sous forme de portions qui sont proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent. Donc j'ai représenté donc ici les angles là avec ce diagramme ici là. Donc le basketball c'est 180 degrés. Après j'ai 72 et 108 degrés. Donc pour faire ceci, je fais un cercle de rayons que je veux. Je fais un rayon ici et après je prends le rapporteur donc de préférence simple graduation donc recto verso est très bien. Où je mesure ici 72 degrés parce que comme ça je ne peux pas lire l'autre côté, d'accord, qui ferait 108 et qui peut m'induire en erreur. Et donc je mets le football ici 72, je mets toujours l'angle et ce que ça représente, volleyball 108 et le dernier basketball. Les probabilités, donc c'est une division de l'événement qui m'intéresse par rapport au nombre total de possibilités. C'est donc un nombre compris entre 0 et 1. Donc la probabilité d'obtenir un roi dans un jeu de 32 cartes, c'est la probabilité de roi, c'est 4 sur 32, donc une chance sur 8. Probabilité d'obtenir un cœur, c'est 8 sur 32, puisqu'il y a 8 cœurs dans un jeu de cartes. Sur les 32, ça nous fait un quart. Et ensuite, on peut aussi voir les arbres d'une expérience aléatoire à 2 épreuves. La probabilité de l'issue auquel conduit un chemin, donc quand on fait un arbre de ce style-là, d'accord, donc on va faire par exemple ce chemin ici, ou celui-là, rouge, vert, et bien il va falloir multiplier les probabilités le long du chemin. Donc là, dans l'exemple que j'ai donné, dans un sac A, on a 3 boules rouges et 4 vertes. Et dans le sac B, on a une boule rouge et 3 vertes. Donc là, on a 3 chances sur 7, puisqu'il y a 7 boules dans le premier sac, d'obtenir une rouge. Et donc 4 chances sur 7, évidemment, la somme des deux, ça fait 1. Et donc là, c'est pareil, une chance sur 4 d'obtenir un rouge dans le sac 2 et 3 chances sur 4. Et pour obtenir la probabilité de 2 rouges, rouge, eh bien, je fais le chemin qui est ici, 3 septièmes fois 1 quart, d'accord, puisqu'il est là. Et donc 3 septièmes fois 1 quart, donc 3 28e. Pour les pourcentages, j'ai donné des petits exemples là. Donc prendre 10% de 300 euros par exemple, c'est 10 sur 100 fois 300, donc ça fait 30 euros. C'est un article qui coûte 50 euros et soldé à moins 30. Donc je pars de 50 euros et je lui enlève 30% fois 50 euros. Donc ça nous fait 50 moins 15 euros, donc 35 euros. Et ce que je voulais faire aussi, vous faire remarquer, c'est que si l'on applique à 100 euros une augmentation de 10%, puis une baisse de 10%, au résultat obtenu, eh bien, on n'obtient pas 100 euros. Je le fais sur 100 par exemple. Donc si on fait 100 euros de départ et on rajoute 10% de 100 euros, eh bien, ça fait 10 euros. Donc 100 plus 10, 110. Et si on parle de 110 et on lui enlève 10%, donc moins 10% de 110,
eh bien ça fait 110 moins 11, ça fait que 99. Donc si on veut retrouver l'ancien prix après une baisse de 10%, il ne faut surtout pas appliquer une augmentation de 10% au nouveau prix, mais diviser ce prix par le coefficient multiplicateur. Donc j'ai mis un exemple, si un article coûte 77 euros après les soldes de 30%, on obtient l'ancien prix en faisant donc 77 et on divise en fait par 1 moins 30% qui est le coefficient, qui est en fait le coefficient 0,7. Donc on fait 77 moins divisé par 1 moins 0,3, ce qui fait 77 sur 0,7. En multipliant par 10, ça fait 770 sur 7, donc 110 euros. Et non pas, donc si je lui applique, parce que beaucoup d'élèves font plutôt ça, préfèrent lui appliquer une augmentation de 30%, mais on ne trouve pas le même prix, c'est faux. Hein. Donc on fait 77 fois 1 plus 30%, ça nous fait plus 1,03. Non, 1, ça fait 1 plus 0,3, donc 77 fois 1,3, donc 100,1, c'est différent de 110. Alors sur les équations, chapitre très important, puisque pour résoudre une équation, donc ce style-là, 5x moins 4 égale à 2x plus 8, il suffit simplement de passer les x d'un côté et les nombres de l'autre. Et pour ça, lorsque l'on change de membre, on change de signe. Donc le plus 2x ici change de membre, il devient moins 2x, et le moins 4 ici change de membre, il devient plus 4. Ce qui nous fait, après réduction, 3x égale à 12, donc 3x sur 3 égale à 12 sur 3, donc x égale à 4. J'en ai mis une un peu plus complexe avec des équations, une équation avec des fractions. Donc ici, en fait, il faut mettre d'abord tout au même dénominateur. Donc j'ai des 12, des 2, des 6 et des 3. Je mets tout sur 12, là. Et l'intérêt, donc ici, je ne touche pas. Ici, je multiplie par 6. Là, je multiplie par 2. Et là, je multiplie par 4. Et l'intérêt, c'est que comme j'ai tout des 12 ici, je peux ensuite l'enlever carrément à l'étape suivante, puisque je peux multiplier par 12 à gauche et à droite. Ce qui me fait donc une équation beaucoup plus simple. 5x moins 6 égale à moins 6 égale à moins 2x plus 8. Donc 5x plus 2x égale à 6 plus 8. Donc là, ça fait 7x égale à 14, x égale à 2. Sur le nombre premier, donc le nombre premier c'est un nombre entier supérieur à 1, n'ayant que deux diviseurs 1 et lui-même. J'ai mis des exemples au début, 2, 3, 5, 7, 11, etc. 13, 17, 19, 23, 29, 31, donc c'est un nombre infini. Donc 34 par exemple, bon, c'est comme c'est un nombre pair, il n'est pas premier. 45, il est divisé par 5 puisqu'il termine par un 5. 47 par contre, il est premier. 87, du premier coup d'œil, on pourrait ne pas le voir, mais 8 et 7, ça fait 15. Donc en fait, il est divisé par 3. Donc il n'est pas premier, 101 il est. La propriété importante, c'est que tout nombre entier plus grand que 1 se décompose en un produit non premier. Donc par exemple 21 3 fois 7, 32 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 45 3 fois 3 fois 5, etc. Ce qui permet de décomposer chaque fraction et de pouvoir simplifier les fractions au maximum. J'ai mis ensuite la proportionnalité, pardon. Donc deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'on peut obtenir l'une en multipliant l'autre par un même nombre différent de 0. La proportionnalité se représente sur un graphique par une droite qui passe par l'origine. Alors là, j'ai pris un exemple très simple où 3 kg de pommes de terre coûtent 5 euros, donc 6 kg c'est le double, donc je vais payer le double du prix. Voilà. Et sur un tableau de proportionnalité comme ceci, il faut ne pas oublier le produit en croix. Donc quand je connais trois valeurs et que je cherche la quatrième, il faut que je multiplie les deux valeurs dans la diagonale que je connais et diviser par la troisième. Donc ça va faire 6 fois 5 divisé par 3. 6 fois 5 divisé par 3, donc 30 divisé par 3. 10. Alors sur les fonctions, donc c'est un outil mathématique transforme un nombre en un autre nombre. Donc par exemple la fonction double, la fonction f de x égale à 2x, qu'on écrit aussi comme ça. J'ai pris aussi comme exemple la fonction carré, g de x égale x carré. Transforme un nombre en son carré. Donc on peut, grâce à ces fonctions, calculer des images qui sont le nombre d'arrivées ou des antécédents qui sont le nombre de départ. Donc si on choisit la fonction f de x égale à 2x, alors l'image de 4, c'est 8, puisque c'est 2 fois 4, c'est le double, et l'antécédent de 8, c'est 4. Et si on prend la fonction g de x égale x carré, l'image de 4, eh bien c'est 4 au carré, donc 16, et un antécédent, par contre il y en a plusieurs, de 16 et 4. Mais il y en a un deuxième parce que moins 4 et moins 4, car moins 4 au carré, ça fait aussi 16. Donc les images, je calcule directement en remplaçant la valeur de x, alors que les antécédents, il faut résoudre une équation, puisqu'on recherche le nombre de départ. Pour trouver l'antécédent de 8 pour la fonction f de x égale à 2x, on résout donc l'équation f de x égale à 8, c'est-à-dire 2x, puisque la fonction c'était double, 2x égale à 8, donc on trouve évidemment x égale à 4, comme tout à l'heure. On peut aussi construire ces fonctions dans un repère. Donc pour cela, on va construire un tableau de valeurs sur l'intervalle demandé que l'on complète grâce au calcul des images par la fonction. On construit ensuite un repère orthogonal dans lequel on place l'ensemble des points du tableau.
On rejoint ensuite les points de gauche à droite à main levée, sauf si c'est une droite, on verra qu'après ça sera une droite. Donc j'ai pris la fonction f de x égale x carré sur l'intervalle moins 3, 3, donc moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3, j'ai fait un pas de 1, et donc en moins 3, on calcule l'image de x carré, mais je l'ai marqué là, hein, ça fait moins 3 au carré, donc moins 3 fois moins 3, donc 9, ici 4, 1, etc. Et après, je représente donc ces valeurs dans le repère, ici, tous les points, et après je les rejoins de gauche à droite en main levée, d'accord? Je peux grâce à ceci lire des images des antécédents, donc les images se lisent sur l'axe des ordonnées, d'accord? Et les antécédents sur l'axe abscisse. Donc l'image de 1,5, je pars de 1,5 sur l'axe abscisse, je remonte, quand je tombe sur la courbe, je vais à la verticale, à l'horizontale, pardon, là, ici, et j'obtiens ici 2,25. Pour les antécédents de 6, donc je prends 6 donc sur l'axe des ordonnées et je fais l'horizontale. Je coupe ici 2 fois, je peux couper plein de fois la courbe, tout dépend comment elle est formée. Je la coupe ici et là et je lis donc sur l'axe des abscisses 2,5 et moins 2,5. On passe donc aux fonctions linéaires et affines. Donc les fonctions linéaires sont de la forme de x égale ax et les fonctions affines g de x égale ax plus b. Donc on appelle A le coefficient directeur de la droite et le B c'est l'ordonnée à l'origine. Pour calculer l'image, donc on remplace directement. Donc j'ai fait là, je le rappelle ici, f de 5. Pour la fonction 3x moins 2, on fait f de 5 égale 3 fois 5 moins 2, donc 15 moins 2, 13. Pour les antécédents, par contre, il faut résoudre une équation. Donc si je cherche les antécédents ou l'antécédent de 10 pour la fonction f, je fais f de x égale à 10, donc 3x moins 2 égale à 10. Donc je passe le 2 de l'autre côté, il devient plus 2, donc ça fait 3x égale à 10 plus 2, 3x égale à 12. Et après, je divise de deux côtés par le coefficient de x, c'est-à-dire 3, ça me fait x égale à 4. Et après, donc, pour représenter les fonctions linéaires et affines, ce sont des droites. Donc il me suffit simplement de 2 points. Alors ici, j'ai représenté une fonction affine. Donc pour là, il me suffit de placer x en 0, donc calculer 0 et 1. Donc en 0, ça fait moins 4 parce que je remplace x par 0. 3 fois 0, moins 4, ça fait moins 4. Et en 1, ça me fait 3 fois 1, moins 4. Donc ça me fait moins 1. Donc je place les 2 points. En moins 4, donc en moins 4 en 0 pour le x, ça fait moins 4. Je le passe là. Et ensuite en 1, ça me fait moins 1. J'ai 2 points, je trace ma droite et j'obtiens la fonction affine f de x égale à 3x moins 4. Elle est croissante parce que le coefficient directeur c'est 3, d'accord, c'est là. Je peux aussi construire ces fonctions linéaires et affines sans calcul grâce au coefficient directeur et à l'ordonnée à l'origine. Donc pour cela, il me suffit simplement de regarder la fonction, donc c'est moins x plus 2, le coefficient directeur c'est moins 1, l'ordonnée à l'origine c'est plus 2, je me place donc en plus 2 ici, l'ordonnée à l'origine, donc c'est sur le y, et ensuite je vais décaler de une unité, donc de là à là, une unité, et après je vais descendre parce que le coefficient c'est moins 1, donc je vais descendre de une unité, donc je descends de 1, parce que le coefficient directeur c'est moins 1, donc elle va être décroissante. Là, j'obtiens un deuxième point ici. Comme j'étais parti d'ici, je trace les deux, ici et là. Et donc j'obtiens à cette droite-là, g de x égale à moins x plus 2. On arrive maintenant au triangle. Donc dans un triangle, son angle est égal à 180 degrés, ça c'est une propriété de cinquième. Donc sur le triangle qui est ici, si je connais deux angles 105 et 45, j'arrive facilement à trouver le troisième grâce à la propriété, donc 180 moins la somme des deux autres. Et donc je fais 180 moins, je fais 105 plus 45, ça me fait 150, et donc 180 moins 150, 30 degrés. Sur un quadrilatère quelconque, la somme des angles, ça fait 360 degrés, puisque c'est deux triangles, d'accord. Si je coupe ici avec une diagonale, c'est deux triangles ici et là, donc c'est 2 fois 180, donc 360 degrés. Donc je voulais aussi parler des angles sur les angles alternes internes, donc qui sont ici, d'accord, sur deux droites qui sont coupés par une séquente, là, donc celui-ci et celui-là sont des angles alternes internes, et celui-ci et celui-là aussi. On a les 4 paires d'angles correspondants, donc correspondants, il faut penser à comme s'ils glissaient là, de là à là. Donc là, il y a celui-là ici, le troisième là, et le quatrième là. On a des propriétés là-dessus, parce que si les angles alternes internes ou correspondants sont de la même mesure, alors les droites sont parallèles. Si j'ai 63 degrés là et 63 degrés là, eh bien les droites D et D' sont parallèles. Et réciproquement, si les droites sont parallèles, là et là, eh bien, si j'ai 102 degrés ici, celui-ci et celui-là, ce sont des angles alternes internes, et donc ils seront égaux. Donc j'aurai ici l'angle avec point d'interrogation est égal à 102 également.
Et donc je vais mettre aussi le cas particulier qu'on rencontre en sixième, puisque lorsque les angles sont de 90 degrés, on retrouve les propriétés sur les droites parallèles. Parce que si deux droites sont perpendiculaires et même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Puisque en fait ici, j'ai un angle droit ici, un angle droit là. Donc ces deux angles-là, ils sont correspondants, et ils sont égaux, puisqu'ils font tous les deux 90. Donc les droites là sont parallèles, c'est une propriété que je vois en sixième. Et réciproquement, si les droites sont parallèles, donc c'est le cas ici, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Comme j'ai un angle droit là, les deux angles là ils sont correspondants, ça c'est parallèle, donc celui-ci, il est égal à celui-là. Donc comme lui fait 90, lui fait 90 également. Après on a les angles opposés par le sommet, donc ils sont égaux, hein. Celui-ci est opposé par le sommet avec celui-là, et celui-là est opposé avec le sommet avec celui-là, donc ils sont opposés tous les deux, donc ils sont égaux. On a les angles complémentaires, donc la somme est égale à 90, là j'ai fait des petites figures, et des angles supplémentaires, donc la somme est égale à 180. Donc on a le théorème de Pythagore et la réciproque. Donc pour le théorème de Pythagore, il faut évidemment un triangle rectangle, là. Donc si ABC est un triangle rectangle, alors BC carré, qui est l'hypoténuse, est égal à AB carré plus AC carré. J'ai mis un exemple là où on a 5 et 3. On calcule l'hypoténuse en faisant 5 au carré plus 3 au carré. Donc on trouve 9 plus 25, 34, et après on fait la racine carrée. Pour la réciproque, on essaie de montrer que le triangle rectangle, donc on connaît les trois côtés, donc 10, 8 et 6. Donc on calcule séparément, c'est très important, le côté le plus grand, 10 au carré, ça fait 100. Les deux autres côtés, 8 au carré plus 6 au carré, on trouve 64 plus 36, ça fait 100. Comme on trouve le même résultat pour les deux, eh bien le triangle est rectangle. Pour le théorème de Thalès, c'est réciproque, donc on a deux configurations, configuration quatrième, configuration troisième, où sablier ici. Donc là on a les points qui sont alignés, et forcément les droites sont parallèles. Voilà ce qu'il faut comme hypothèse pour le théorème de Thalès. Et dans ce cas-là, on a une égalité des rapports en partant de la seule lettre qui n'est pas sur les parallèles. Ici, le A, et ici aussi. Donc on fait AB sur AD, AC sur AE, et BC sur DE, c'est marqué ici. Et pareil, pour ce triangle-là, en partant de là, AB sur AD, d'accord, je parle des points alignés, d'accord, AB sur AD, ensuite AC sur AE, et le dernier, BC sur DE. Donc, je peux, grâce au théorème de Thalès, faire des calculs. Si j'ai 5 ici, 2 là, et que j'ai 4 ici, eh bien, je peux trouver, par exemple, la mesure de AE, c'est la question. Donc, pour ça, je vérifie si les points sont alignés, et c'est le cas là, que les droites sont parallèles, mais c'est marqué là. Et donc, je peux écrire l'égalité en partant de A. Et attention, parce que AD ici, ça fait 7, puisque c'est 5 plus 2. Et donc après, j'applique le produit en croix. Donc 5 sur 7 égale à 4 sur AE, ce qui nous fait AE égale à 5,6. Et si donc la réciproque, si les points ABD et ACE sont alignés, il faut rajouter dans le même ordre, parce qu'il y a des cas de figure qui ne fonctionnent pas si l'ordre n'est pas respecté. Ça revient en fait à dire qu'on est dans la configuration soit quatrième, soit troisième, en fait une configuration de Thalès. Il faut que les rapports soient égaux, et dans ce cas-là, les droites sont parallèles. Donc j'ai mis un exemple ici où on a la configuration troisième. Les points sont bien alignés dans le même ordre. Et donc on a donc A, C, E et A, B, D. Et puis on a l'égalité des mesures, il faut les vérifier. Donc il faut que 4, donc il faut que AB sur AD. Et on calcule AC sur AE. Donc on trouve 2 tiers pour l'un, 2 tiers pour l'autre. Donc on trouve la même chose. Donc ça marche. On arrive à la trigonométrie. Donc SOHCAHTOA, ça veut dire sinus opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Donc on a un triangle évidemment rectangle ici. Par rapport à l'angle C, le côté en face c'est l'opposé, le côté qui touche ici à droite c'est l'adjacent et le plus grand c'est l'hypoténuse. Donc on a les formules que je viens de dire là. Donc si le triangle évidemment est rectangle, donc sinus de l'angle C c'est opposé sur adjacent, donc opposé c'est AB sur BC, ok. Cosinus de l'angle C c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est AC qui est l'adjacent là sur BC qui est l'hypoténuse, et le dernier c'est opposé sur adjacent, donc AB sur AC, puisque c'est AB ici pour l'angle C, hein, sur AC. Alors j'ai mis un calcul de longueur et un calcul d'angle. Donc pour le calcul de longueur, on connaît l'angle ici 30 degrés par rapport à cet angle là. On connaît le côté opposé, d'accord, et la question c'est BC qui est l'hypoténuse. Donc opposé hypoténuse, c'est le sinus. Donc j'applique le sinus, là je remplace, et j'obtiens BC égale à 12. D'accord? Donc je répète, j'applique le sinus,
Parce que par rapport à cet angle B, je connais son opposé et je cherche l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, c'est le sinus. Et donc pour le calcul de l'angle ABC, donc c'est l'angle ici, par rapport à cet angle-là, je connais l'opposé et l'adjacent. Opposé, adjacent, c'est tangente. Donc je remplace tangente de l'angle demandé, c'est-à-dire ABC, c'est-à-dire 5 sur 3. Et donc après je fais arc tangente 5 tiers. Et j'obtiens 59 degrés. On voit maintenant les quadrilatères. Donc un quadrilatère quelconque, c'est une figure géométrique ou un polygone donc à 4 côtés. Donc ici, géométrie plane. Et un trapèze, lui, il aura comme particularité d'avoir 2 côtés parallèles. Le parallélogramme a ses côtés parallèles, 2 à 2. Le losange est un quadrilatère qui a ses côtés de la même longueur, voilà, tous les 4. Et le rectangle, un quadrilatère qui a ses 4 angles droits. Le carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits et ses côtés de la même longueur. En fait, c'est un mélange entre le losange et le rectangle. Donc, les propriétés sur le parallélogramme. Donc, les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles, ça c'est la définition, mais ils sont aussi de même longueur, donc je les ai codés comme ça. Et les angles opposés d'un parallélogramme sont aussi de même mesure. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent à leur milieu. Donc ici j'ai codé. Voilà, un rectangle, un losange et un carré, c'est une propriété très importante ça, sont des parallélogrammes particuliers, puisqu'ils ont leurs côtés opposés parallèles. Donc un rectangle, un losange et un carré ont leur diagonale se coupe à leur milieu, forcément. Leurs côtés opposés et angles opposés sont de la même mesure. Voilà, donc j'ai codé là sur les trois, donc le rectangle, le losange et le carré. Donc propriété supplémentaire sur les diagonales du rectangle, losange, du carré. Donc les diagonales d'un rectangle sont de même longueur. Voilà. Les diagonales du losange sont perpendiculaires. Et les diagonales du carré sont perpendiculaires et de même longueur. Forcément, c'est losange plus rectangle. Propriété que peut avoir un parallélogramme sur ses côtés. Donc si je prends un parallélogramme et j'y mets un angle droit, eh bien, ça fait un rectangle. Et si je prends un parallélogramme et j'y rajoute 2 côtés consécutifs de même mesure, ça fait un losange. Et si un parallélogramme a les deux à la fois, c'est-à-dire un angle droit et 2 côtés consécutifs de même mesure, eh bien ça fait un carré. Propriété que peut avoir un parallélogramme sur ses diagonales. Donc si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, eh bien ça devient un rectangle. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, ça devient un losange. Et si un parallélogramme a ses diagonales de la même longueur et perpendiculaires, c'est-à-dire les deux à la fois, eh bien là ça devient un carré. Propriété que peut avoir un rectangle, mais si un rectangle a 2 côtés consécutifs de même longueur, ça devient un carré. Et si un rectangle a ses diagonales perpendiculaires, c'est aussi un carré. Et pour le losange, si un losange a un angle droit, alors c'est un carré. Et si un losange a ses diagonales de la même longueur, c'est un carré aussi. On arrive aux constructions des 4 droites remarquables dans un triangle, en commençant par la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment passant par son milieu. Donc pour la faire, on peut faire évidemment mesurer la moitié et tracer à l'équerre. Mais le plus précis, c'est de pointer sur A, prendre un arc ici au compas et couper en haut et en bas, et recommencer avec le point B sans changer d'écartement. On obtient une croix en haut, une croix en bas, en le rejoignant, ça nous fait le perpendiculaire qui passe au milieu. Et les 3 médiatrices d'un triangle sont concurrentes en un point appelé le centre du cercle circonscrit, cercle passant par les 3 sommets du triangle. La bisectrice d'un angle, la bisectrice d'un angle est la droite qui partage l'angle en 2 parties égales. Donc pour la construire, pour l'angle qui est ici, on pointe sur le sommet, on prend un écartement, on coupe les 2 côtés de l'angle sans changer d'écartement, et on recommence ici en pointant là et là. On obtient donc une croix ici, et en traçant du sommet à la croix, on obtient la bisectrice qui partage l'angle en 2 parties égales. Et donc les 3 bisectrices d'un triangle sont concurrentes en un point, appelé le centre du cercle, inscrit cette fois-ci, cercle tangent aux 3 côtés du triangle. Donc il est là, d'accord, il est à l'intérieur du triangle. Inscrit, c'est comme si on était inscrit dans un club, on est dans le club. Voilà, donc celui-ci, il est dans le triangle. On arrive à la médiane dans un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé. Donc en fait c'est très simple, on mesure ici la moitié, et puis on trace du sommet au milieu, et donc les 3 médianes d'un triangle sont concurrentes en un point appelé le centre de gravité, c'est le point d'équilibre du triangle qui est là à G, d'accord. Donc si je découpe le triangle là, et que je pointe ici avec une mine de compas par exemple, eh bien le triangle tient équilibré. Il nous reste donc la 4e, c'est la hauteur dans un triangle. Donc une hauteur dans un triangle est une droite passant par un sommet perpendiculaire au côté opposé. Donc elle passe par le sommet perpendiculaire ABC. Voilà. Je la construis donc à l'équerre en faisant glisser l'équerre ici.
Donc les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes en un point, appelé l'orthocentre. Voilà, j'ai construit aussi la figure. On arrive aux 5 transformations du plan au collège. Avant, il n'y en avait que 4, on a rajouté donc, une dernière qui s'appelle homothétie. Donc au début, c'est la symétrie axiale, donc par rapport à l'axe, ici, la flèche là est repliée de l'autre côté. On la construit soit à l'équerre sur la droite, D, puis au compas en reportant la mesure. Par exemple, le point A ici, on se met à l'équerre là, on fait des pointillés, et après on prend au compas de là à là, et de là à là, on coupe ici. Mais le plus précis, évidemment, c'est au compas, en prenant 2 points sur la droite, d'accord, en prenant l'écartement du point A avec ce point-là, par exemple, et on fait un arc, et en pointant ici, on prend un arc là et on refait là. J'ai mis les exemples après. Donc pour la symétrie centrale là, ça représente un demi-tour là. Donc pour la construire, donc à la règle, par exemple le point qui est ici, le point A, on trace AO, on prolonge ici, et ensuite on pointe en point O au compas ici, on pointe O, on prend l'écartement de O à A et on fait un arc. Et on va couper la demi-droite de l'autre côté. Pour la translation, donc, transforme C en D, la flèche ici va se déplacer comme ça, là. Donc le point A va se retrouver en A'. La construction du compas en utilisant la méthode de construction des droites parallèles en formant le 4e sommet du parallélogramme. Donc j'explique ici, là j'ai ce point là, pour obtenir le point A' quand j'ai la flèche là, je prends l'écartement de là à là qui est la flèche, je pointe sur A, je fais un arc, là, et après je pointe ici, je prends de là jusqu'à A, je pointe sur la flèche et je prends là, tac, et j'obtiens le point A', et ça me fait un parallélogramme qui est là si je les rejoins, comme ça. Donc la rotation de centre O, alors j'ai fait la rotation de centre O est dans 90 degrés, alors il y a deux sens, là j'ai pris le sens des aiguilles d'une montre, donc la flèche ici va tourner, va se retrouver là, à la même distance du point O. Là, pour la construire, on a besoin donc de 3 outils. D'abord la règle pour tracer donc de A à O, puis le rapporteur pour faire l'angle à partir de AO, et enfin le compas pour prendre l'écartement de O à A et le reporter. Donc ici, j'ai fait l'exemple là, donc on part de O, là ici A, et on fait 90 degrés en ayant tracé OA, et après on ferait la même mesure. La symétrie centrale est un cas particulier de rotation avec un angle de 180. Et peu importe le sens de rotation, puisque 180 degrés d'un côté ou de l'autre, ça nous fait au même endroit. Et les 4 transformations précédentes sont des isométries, donc en fait elles ne changent pas les mesures. Mais ce n'est pas le cas de la dernière, c'est la suivante, qui n'était pas au programme de 3e il y a quelques années, qui est arrivée. Avant, il était au lycée. Donc, pour l'homothétie de centre O et de rapport K différent de 0, donc si je prends K égale à 2, en fait, la flèche qui est ici va devenir celle-là, d'accord, ça va la faire grandir 2 fois plus vite, ça va la pousser par rapport à O, ok. Pour K égale à 1,5, ça va la tirer vers là, puisque le K est plus petit que 1. Donc là, la flèche qui est là va venir ici. On peut même l'envoyer de l'autre côté, avec des K négatifs, donc K égale à moins 2, la flèche qui est là va faire donc un demi-tour et va grossir, d'accord. Et pour k égale à moins 1,5, elle va faire un demi-tour, mais elle va diminuer. Si k égale 1, évidemment, mais ça ne bouge pas, hein, puisque ça fait au même endroit. Et si k égale à moins 1, eh bien, on va se retrouver exactement dans le cas de la symétrie centrale. Pour les triangles semblables, deux triangles sont semblables s'ils ont 2 à 2 les mêmes angles, donc 808, 108, 20 degrés, 20 degrés, et 52 degrés, 52 degrés. Donc en fait, ces angles, ces deux triangles ont les mêmes angles, donc ils sont semblables. En fait, seulement 2 suffisent pour montrer qu'ils sont semblables, puisque le troisième angle d'un triangle est lié aux deux autres par la propriété de la somme des angles d'un triangle. Si en effet, si j'ai 108 et 20 ici, 108 et 20 là, forcément le troisième, il fera 52 là, il fera 52 là, grâce à la somme des angles qui fait 180. Donc 2 me suffisent. Et donc, inversement, si deux triangles sont semblables, alors leurs côtés sont 2 à 2 proportionnels. Donc, si là, j'ai deux triangles qui sont semblables, voilà, alors le coefficient de proportionnalité, ici, c'est 2, puisque là, j'ai 2 et là, j'ai 4. Là, j'ai 5. Je cherche à combien ça fait. Si je sais au départ qu'ils sont semblables, eh bien, c'est le double. Donc, le triangle ici étant le double, 5 fois 2, ça fait 10. Et donc, si deux triangles ont leur côté 2 à 2 proportionnels, alors ils sont semblables. Donc, dans ce cas-là, regardez ici, j'ai 2, 5 et 6. Et là, j'ai 4, 10 et 12. Je constate que le triangle qui est à droite, c'est le double de celui-ci. Donc, ils sont semblables. Et donc, ils ont les mêmes angles. Donc, ça veut dire que l'angle qui est ici, qui est entre 5 et 6, voilà, l'angle qui est là, c'est 20 degrés entre 10 et 12. Donc, c'est le double. Donc, il fait 20. Donc, ça veut dire que celui-ci fait 20. Et de même, celui-ci, il fait 52 entre 2 et 6.
Donc le double c'est 4 et 12. Et donc ici, celui-là il fait 52 aussi. Agrandissement, réduction. Donc si on multiplie toutes les dimensions d'une figure par un même nombre de cas, ben, si k est plus grand que 1, c'est un agrandissement. Si k est plus petit que 1, c'est une réduction. Donc j'ai mis k égale à 3, c'est plus grand que 1, c'est un agrandissement. Et si k est plus petit que 1, 0,5, c'est une réduction. Et si on multiplie toutes les dimensions d'une figure par un même nombre de cas, alors l'air est multiplié par k au carré et le volume est multiplié par k au cube. Donc j'ai un exemple ici, si on multiplie par 4 les dimensions de l'air d'un carré, donc ça fait 20 cm² au départ, les élèves ont envie de multiplier par 4 et faire 80 cm². C'est faux, parce qu'en fait on multiplie la longueur et la largeur. Donc en fait l'air du carré obtenu est en fait multiplié par k au carré, donc c'est-à-dire 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et donc ça fait 320 et pas 80. De même, si on divise par 3 les dimensions d'un cube de volume 270, eh bien, il ne faut pas diviser par 3 le volume, mais il faut diviser par 27 le volume pour obtenir le volume du petit. Donc, parce que le coefficient c'est 1 tiers, et donc je fais volume du petit, c'est 270 fois 1 tiers au cube. Donc ça fait 1 sur 27, donc ça veut dire 10. Pour les conversions de durée, donc ça j'ai marqué, parce que j'ai rencontré beaucoup d'erreurs au collège sur ça, donc 1 heure 60 minutes, 3600 secondes, ça vous savez, 3 heures, 3 fois 1 heure, 3 fois 60 minutes, donc 180 minutes, une demi-heure, attention à l'erreur, c'est une demi-heure, donc 0,5 heures, c'est égal à 30 minutes, ça c'est ok, mais ce n'est pas égal à 0,3 heures, attention, hein. Donc 90 minutes, c'est 60 minutes plus 30 minutes, donc c'est 1 heure plus 0,5 heures, c'est-à-dire 1,5 heures, et 1 minute, c'est 1/60 d'heure. 36 minutes, c'est 36 fois 1 minute, donc c'est 36 fois 1/60 d'heure. Donc 36 sur 60 heures, donc ça revient à faire 0,6 heures. On va en avoir besoin dans l'exemple suivant. Donc pour un calcul de vitesse, par exemple, la vitesse c'est la distance sur le temps, à condition, donc si la vitesse c'est en km/h, c'est km pour la distance et le temps c'est en heures. Donc si on fait par exemple 54 km en 36 minutes, alors on a une vitesse de 54 et on ne divise pas par 36 parce qu'on veut la vitesse en km par heure. Mais on va diviser par 0,6 puisqu'on a marqué que 36 minutes c'était 0,6 heures. Donc ça fait 540 sur 6, ça nous fait 90 km/h. On peut évidemment calculer cette vitesse en km par minute, puis la convertir en km/h. Donc je peux diviser en fait 54 par 36, ça me fait 1,5 km par minute. Et dans ce cas-là, après, je multiplie par 60 pour retrouver évidemment 90 km/h comme lui. Pour convertir des km/h en mètres secondes, il suffit de diviser par 3,6. Donc si j'ai 36 km par heure, ça me fait 36 sur 3,6 mètres secondes, ce qui me fait 10 mètres secondes. Ça peut servir aussi comme calcul. Alors pour les calculs ensuite de conversion d'air, donc on a le carré, c'est côté fois côté. Le rectangle, longueur fois largeur, j'ai marqué toutes les formules ici. Du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Le disque, c'est pi fois rayon au carré. La sphère, 4 fois pi fois rayon au carré. Ça, c'est la formule de troisième. Et le périmètre du cercle, dès la sixième que l'on rencontre, 2 fois pi fois rayon. J'ai marqué les conversions. Je rappelle que pour les conversions d'air, il faut 2 chiffres par colonne, donc kilomètre carré, 2 chiffres, etc. Et donc, si on veut convertir 300 cm², d'accord, je mets 2 zéros ici dans les cm², et je mets un 3 là. J'écris pas 0,03 là, d'accord, ce qui me fait 3 décimètres carrés. Et de même, 0,0045 km², donc j'ai mis ici, je mets pas la virgule au départ dans le tableau, mais je mets le 0 ici, 0,045, donc ça c'est km², donc ici, et je le veux en mètres carrés, donc je rajoute 2 zéros, ça me fait 4500. Pour les volumes, donc volume du cube, côté fois côté fois côté, parallépipède rectangle, longueur fois largeur fois hauteur, cylindre, pi fois rayon au carré fois hauteur, prisme, r de la base fois la hauteur, ici le cône, pi fois rayon au carré fois hauteur divisé par 3, donc le cône et la pyramide, il faut penser à diviser par 3, c'est l'air de base fois hauteur divisé par 3. Et pour la sphère, 4 fois pi fois rayon au cube divisé par 3, on dit aussi 4 tiers de pi r cube. Donc pour les conversions, donc là c'est 3 chiffres par colonne. Donc si je veux convertir 300 cm³ en décimètres cubes, 300 cm³ c'est là. Donc en décimètres cubes ça fait 0,3. Et pour les hectomètres cubes que j'ai mis ici, j'en ai 0. Donc je mets ce chiffre là ici, 0,045 hectomètres cubes. Je le veux en décimètres cubes. Donc je rajoute des zéros. En ayant 3 chiffres, donc j'en mets encore 2 là, ici, et encore 3 là, ce qui me fait 4 500 000 décimètres cubes. J'ai fait donc maintenant les chapitres sur Scratch. Donc je rappelle que sur l'Inter 90 c'est prêt à aller vers la droite, donc il est vers là. Donc pour faire un carré de côté 50, je mets d'abord le drapeau pressé. Je mets effacer tout comme ça quand je relance la figure.
la figure précédente est effacée. Évidemment, stylo en position d'écriture, sinon il écrit rien. Je m'oriente à 90 pour démarrer comme ça là, et donc il répète 4 fois, avancer de 50 et tourner de 90. Ok, donc ça me fait le carré. Pour le triangle équilatéral, par contre, ce n'est pas 60 degrés, qui est pourtant l'angle qui est ici, chaque angle du triangle équilatéral, mais c'est bien 120 degrés, puisque quand j'arrive ici, donc j'avance de 50, et après là, de là, je tourne de là jusqu'à là, et je tourne de 120 degrés, et pas de 60, d'accord, pour aller de là jusqu'à là, parce que je fais des tours à l'extérieur et pas à l'intérieur, donc ça fait 120 degrés. Pour le losange, c'est la même manière, donc j'arrive ici, là, donc je fais une boucle répétée 2 fois, avancer de 50, tourner de 40, avancer de 50 et tourner de 140 degrés cette fois. Donc j'avance ici, et donc là je tourne de 40, et après je tourne de 140 degrés. Donc je fais ça 2 fois, puisque en fait, je répète 2 fois la même méthode. J'ai rajouté aussi dans le 4 une spirale carrée, donc en utilisant une variable. Évidemment, parce que si on ne fait pas la variable, ça va faire le programme, il va être très très long. Donc la variable, donc au début, je mets la variable à page que j'appelais pas à 10. Donc c'est quoi le principe? On met 10 ici et 10 là, et après on fait 20, 20, après on fait 30, 30, après 40, 40, 50, 50, etc. Donc évidemment, il suffit simplement de rajouter 10 au pas et d'avancer à chaque fois, mais au lieu d'avancer de 10, 20, 30, etc., on va avancer de pas. Et donc ce pas, au début il vaut 10, et après en sortant de la boucle, il vaut 20, puis 30, puis 40, etc. Et donc chaque fois il avance, et on fait 2 fois, puisqu'en fait il faut faire 2 fois la même longueur là, avec un angle droit. Donc en fait il va avancer, tourner 2 fois. Donc ensuite on a l'utilisation du tableur, donc pour calculer les images par une fonction. Donc sur un tableur on commence par remplir la première colonne sur l'intervalle sur lequel on veut calculer les images, ici entre moins 5 et 5. Donc on met moins 5 ici, puis après on prend la souris, on tire et calcule directement avec un pas de 1. Hein. Donc là pour le X. Ensuite, pour remplir la case qui est ici, la case B2, donc on écrit la fonction en remplaçant le X par la case du premier calcul, ici la case B2. On ne remplit pas ici égale 3 fois X, mais on remplit ici égale 3 fois A2. Comme ça, il prend ici le chiffre qui correspond à la case 2, c'est-à-dire moins 5, plus 5. Et après, je mets entrée. Donc la fonction, c'est f de x égale à 3x plus 5. Donc on tape ensuite entrée, et donc on apparaît moins 10 comme image. Et après, je reviens, je remets dans la case au-dessus, le curseur, et après ici, je prends là, et je tire là avec la souris. Et donc ça se remplit là, et ça me calcule toutes les images. Par exemple, pour moins 4, qu'est-ce qu'a fait l'ordinateur? Ici, pour trouver moins 7, il a fait 3 fois moins 4, plus 5, donc moins 12 plus 5, moins 7, etc. Et pour représenter un graphique, quand on a fait ceci, donc on va sélectionner tout le tableau, là, en prenant de là jusqu'en bas, là, et ensuite, on va aller sur insertion, diagramme, XY dispersion, et on sélectionne ensuite la troisième case ici, et puis on sélectionne le ligne lisse, et enfin terminé. Donc on fait apparaître le graphique, là, ici, voilà, il apparaît. Et donc là, voilà, donc j'ai mon tableau ici de valeurs. Et puis, voilà, donc comme c'était la fonction f de x égale 3x plus 5, ça me fait une droite. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile pour vos révisions pour le brevet.